Depuis des générations, Pierre Richard incarnait le visage d'un chaos attachant. Avec sa tignasse blonde en bataille et sa démarche d'homme toujours sur le point de trébucher, il a fait rire des millions de personnes. Pour le monde, il était le rêveur distrait, le bouffon comique, l'homme qui ne trouvait jamais vraiment sa place. Mais si l'homme que nous pensions connaître jouait simplement un rôle, et si le vrai Pierre Richard observait tout en silence, patiemment, jusqu'à aujourd'hui. Le garçon qui refusait d'appartenir. Né le 16 août 1934 dans la ville industrielle de Valenciennes, au nord de la France, Pierre Richard Defez est arrivé dans un monde où les rêveurs n'avaient pas leur place. Sa famille était imprégnée des valeurs de l'industrie, des mathématiques et de l'efficacité, piliers du respectabilité française d'après-guerre. Son père, ingénieur et directeur d'usine, s'attendait à ce que son fils suive une voie similaire, faite de stabilité et de sérieux. Mais dès son plus jeune âge, Pierre se sentit décalé par rapport au monde qui l'entourait. Ce n'étaient ni les chiffres ni l'ordre qui l'attiraient, mais les histoires, les gestes, le silence et le rire. Dès le départ, Pierre ressentit la déception de son père. Leur relation était marquée par une distance émotionnelle et un mépris à peine voilé. Son père n'avait aucune patience pour l'art, encore moins pour la comédie. Des années plus tard, Pierre se souviendrait avec une précision douloureuse d'une phrase qui l'avait profondément blessé. « Tu n'es toujours rien devenu, alors que tes amis sont déjà des stars. » Une attaque à la fois contre son choix de carrière et son supposé échec. Cette blessure resterait ouverte pendant des années. Mais au milieu de ce froid émotionnel, une voix de foi s'est levée, celle de son grand-père. Le vieil homme, voyant peut-être une étincelle que les autres refusaient de reconnaître, dit un jour à la mère de Pierre avec une douce certitude, « Il deviendra quelqu'un. » Cette seule phrase devint une bouée de sauvetage. Chaque fois que le monde le traitait de fou, elle résonnait en lui rappelant que quelqu'un, un jour, avait cru en lui. Malgré ses penchants artistiques, Pierre tenta d'abord de se conformer. À la demande de sa grand-mère, il s'inscrivit à une école de kinésithérapie pour apprendre un vrai métier. Il obtint son diplôme et ouvrit un petit cabinet à Paris. Mais ce cabinet tenait plus du théâtre que de la médecine. Sa future épouse, Danielle Minazzoli, et son ami proche, Victor Lanoux, faisaient là souvent semblant d'être des patients. Tout cela relevait du jeu, et Pierre le savait. Les blouses blanches et les planches anatomiques n'étaient que des décors pour un homme vivant déjà entre la réalité et la scène, mais le théâtre continuait de l'appeler. Le soir, Pierre se produisait dans les cabarets parisiens, notamment sur la rive gauche. Ces lieux, l'Écluse, la Colombe, l'Olympia, étaient des foyers d'humour avant-gardiste et de satire politique. Avec Lanoux, il écrivait et jouait des sketchs fortement teintés d'absurde. Leur style s'inspirait non pas des traditions comiques françaises fondées sur les jeux de mots, mais de l'humour physique anglo-saxon. L'impassibilité de Buster Keaton, la poésie gestuelle de Chaplin et le surréalisme des premiers films muets. Le duo connut un succès modeste, mais les tensions montèrent. Leur partenariat s'effondra au milieu des années 60 lorsque Lanoux reçut une offre du Théâtre national populaire. Pierre, privé de son binôme comique, se retrouva à la dérive. Il avait près de 35 ans, 2 enfants à nourrir, une famille désapprobatrice toujours présente et aucun revenu stable. Beaucoup auraient abandonné. Mais Pierre continua à se produire, en solo désormais, et attira l'attention du réalisateur Jean-Christophe Averty, puis de Pierre Koralnik, qui le choisirent pour des émissions télévisées expérimentales. Puis, en 1968, tout changea. Yves Robert, le réalisateur français adoré pour sa finesse et son humanisme subtil, remarqua Richard dans une petite pièce de théâtre. Impressionné, il lui confie un rôle mineur dans Alexandre le Bienheureux. Le rôle était bref, mais inoubliable. Le visage expressif de Richard, sa silhouette maladroite et son absurdité douce le firent ressortir.
Après une prise, Robert le prit à part et lui dit une phrase qui allait orienter toute sa carrière. « Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. Invente-toi. » Ce n'était pas une insulte, c'était un appel. Richard comprit qu'il n'était pas destiné à s'insérer dans les récits des autres. Il devait créer les siens, façonner un cinéma à son rythme, avec son élégance bancale, sa vision décalée du monde. C'était la permission que son père ne lui avait jamais donnée, mais qu'il avait toujours espérée. À partir de ce moment-là, Pierre Richard cessa d'essayer de rentrer dans le moule. Et le monde, bientôt, lui en serait reconnaissant. Le bouffon qui a pris le contrôle. Lorsque Yves Robert dit à Pierre Richard « Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage », il ne provoqua pas seulement un tournant dans sa carrière. Il lui offrit une feuille de route pour se réinventer. En 1970, à 36 ans, Pierre Richard écrivit, réalisa et interpréta Le Distrait, une comédie satirique sur un publicitaire rêveur qui sème le chaos avec ses idées farfelues. Le film, modeste à l'origine, toucha immédiatement le public, séduit par sa logique surréaliste et son humour visuel. Il attira 1 500 000 spectateurs en France, un succès qui surprit même Richard. À partir de là, le bouffon prit le contrôle. Pierre refusait de laisser les autres définir son identité. Il enchaîna avec Les Malheurs d'Alfred en 1972, un conte fantaisiste sur un homme malchanceux dont les tentatives de suicide échouent systématiquement. Le film avait des accents autobiographiques, teintés de mélancolie et d'autodérision. La même année, il sortit Je ne sais rien, mais je dirai tout, qui ridiculisait l'industrie de l'armement et la droite politique sous une apparente anarchie burlesque. Ce n'était pas de simples comédies, c'étaient des contes subversifs. Pourtant, la critique ne voyait que les chutes. Puis vint Le Grand Blond avec une chaussure noire, réalisé par Yves Robert. Richard y incarnait François Perrin, un violoniste pris pour un espion à cause d'un détail vestimentaire absurde. Une chaussure noire. Le film fut un phénomène, attirant 3,5 millions de spectateurs et remportant l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Pierre n'était plus une étoile montante, il était devenu un roi du box-office. Mais ce succès ne fit rien pour atténuer le mépris des critiques. Des émissions comme Le Masque et La Plume, institution de la radio française, ridiculisèrent ces films comme étant puérils et répétitifs. On le traitait de bouffon, d'homme à un seul gag. Pour un artiste qui idolâtrait la poésie gestuelle de Chaplin et la dignité tragique de Keaton, cela faisait mal. Richard voulait qu'on reconnaisse non pas qu'il tombait, mais qu'il chorégraphiait ses chutes avec sens. Son inspiration avait toujours été enracinée dans le silence, celui de l'âge d'or du cinéma, où le geste disait plus que les mots. Le style impassible de Jacques Tati, l'élégance stoïque de Keaton, la fusion de comédie et de tristesse chez Chaplin. Tels étaient tous ses modèles. Pierre parlait peu dans ses films parce qu'il n'en avait pas besoin. Son visage, sa démarche, son rythme, voilà son véritable langage. Mais si le cinéma célébrait ses anges gauches et ses doux marginaux, la vraie vie, elle, n'était pas scénarisée. La célébrité avait un coût. Son mariage avec Daniel Minazzoli, rencontré à l'école de théâtre d'Ulin et épousé en 1960, commença à s'effriter. Daniel, autrefois complice de sa création artistique et même actrice dans Le Distrait, se retira peu à peu de la lumière. Tandis que Pierre enchaînait tournages et promotions, leurs liens s'estompaient. Ils eurent 2 fils, Christophe, né en 1960, et Olivier, en 1965. Tous deux deviendraient des musiciens accomplis dans la lignée artistique de leur père. Mais Pierre, avec le recul des décennies, reconnut qu'il était plus présent sur les plateaux que dans la vie de ses enfants. « J'étais là », dit-il un jour. Mais pas vraiment. Ce n'était pas seulement du regret, c'était une prise de conscience, celle d'un homme qui acceptait enfin le prix à payer pour être devenu le personnage que tout le monde attendait. Derrière le clown, il y avait un homme qui avait pris le contrôle de son image, mais perdu pied chez lui.
Pourtant, il continua. Non par vanité, mais parce qu'il savait qu'à travers les rires, il bâtissait quelque chose de durable. Quelque chose que seul le temps saurait pleinement reconnaître. Le rêveur vieillit. Même après avoir atteint les sommets de la comédie française dans les années 1970 et 1980, Pierre Richard refusa de disparaître doucement dans la légende. Alors que nombre de ses contemporains prenaient leur retraite, lui semblait animé par une flamme créative qui ne faiblissait pas. Il se lança dans de nouveaux défis, écrire, produire, réaliser, mais surtout, il revint au théâtre, là où tout avait commencé. Pas pour la célébrité, pas pour l'argent. Simplement parce que, comme il le confia au Matin en 2023, « Plus je travaille, mieux je me sens. Le travail, c'est le meilleur remède contre la vieillesse. Moins cher que le Botox, et en plus, je suis payé pour ça. » En 2020, à 85 ans, il releva l'un des rôles les plus exigeants de sa fin de carrière. Le personnage principal de Monsieur X, une pièce entièrement muette mise en scène par Mathilda May. Sans un mot, il incarna un homme seul, vieilli, perdu entre mémoire et silence. Un hommage pur au cinéma muet, un retour à ses origines et une démonstration de précision, d'humour visuel et d'émotion contenue. Pour cette performance, il reçut le Molière du meilleur seul en scène, l'une des plus hautes distinctions du théâtre français. Mais ce triomphe fut vite écourté. Quelques semaines après la première, la pandémie de Covid-19 frappa la France de plein fouet. Les théâtres fermèrent. Pour Richard, qui se nourrissait de l'énergie du public, l'isolement fut brutal. Le silence, autrefois son allié, devint un poids. Et puis, le corps suivit. Des décennies de chutes calculées, de gestes physiques et de numéros burlesques finirent par laisser des traces. L'arthrose s'installa dans ses genoux, et chaque pas devint douloureux. Il révéla en 2021 qu'il ne pouvait plus marcher plus de 100 mètres sans souffrir. Le danseur du désordre était désormais un homme appuyé sur des cannes. En septembre de cette année-là, il assista aux obsèques de son ami Jean-Paul Belmondo, apparaissant en public avec des béquilles. Les tabloïds se déchaînèrent. France Dimanche publia une alarmiste le présentant comme « condamné par la maladie ». Pierre, d'ordinaire discret, répondit avec colère sur Twitter « Assommé par l'article de France Dimanche. Mon problème n'est que mécanique. Arthrose du genou. Je vais bien. » Une réponse sèche, teintée d'ironie, mais aussi d'une lassitude profonde. Lassitude d'être traité comme un homme fini, alors qu'il ne l'était pas. Oui, il souffrait. Oui, il avait vieilli. Mais il n'en avait pas fini. Au contraire, il préparait déjà son retour sur scène. Plus tard cette même année, il lança « Je suis là, mais je ne suis pas là ». Un seul en scène semi-autobiographique mêlant silence, comédie et mélancolie. Une performance exigeante, autant sur le plan physique qu'émotionnel. Il plaisantait « En coulisses, je boite. Mais dès que la lumière s'allume, je ne sens plus rien. » Avant d'ajouter aux Parisiens « Sur scène, je ne ressens rien. » Jusqu'à ce que le rideau tombe. Même si son genou limitait ses déplacements, il restait ouvert à prolonger l'aventure. « Si on me propose 30 dates l'année prochaine et que j'ai la forme, je ne dirai pas non. » lança-t-il, le regard toujours allumé par cette étincelle d'insoumission. Pour le monde, il paraissait fragile. Mais pour Pierre Richard, la scène restait un sanctuaire, une fontaine de jouvence, un lieu où le temps se suspend et où le rêveur pouvait encore courir librement. Scandale et silence, une erreur à 90 ans. Pendant la majeure partie de sa carrière, Pierre Richard avait été un symbole de légèreté, un homme dont la comédie offrait une échappatoire à un monde cynique. Mais à la fin de l'année 2023, alors qu'il était célébré pour sa longévité et son héritage artistique, une simple signature vint assombrir son image. Tout commença le 25 décembre 2023, lorsque le Figaro publia une lettre ouverte, devenue depuis tristement célèbre, en défense de Gérard Depardieu, alors mis en examen pour plusieurs accusations d'agression sexuelle. Parmi les signataires,
acteur, réalisateur, figure publique, figurait le nom de Pierre Richard. Le texte dénonçait le traitement médiatique réservé à Depardieu, invoquant le principe de la présomption d'innocence et décrivant l'acteur comme victime d'un lynchage idéologique. Le moment ne pouvait être plus mal choisi. Quelques jours auparavant, un documentaire accablant avait été diffusé, montrant des images troublantes du comportement de Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord. L'indignation publique fut immédiate, et parmi tous les noms figurant dans la lettre, aucun ne surprit autant que celui de Pierre Richard. Comment l'âme douce derrière le grand blond ou la chèvre, l'homme qui avait incarné toute sa vie les marginaux vulnérables, pouvait-il sembler soutenir un acteur accusé par plusieurs femmes? Les conséquences furent immédiates. Les Papillons, une association de protection de l'enfance dont Richard était ambassadeur depuis 2020, annonça qu'elle rompait ses liens avec lui. Son président, Laurent Boyer, se montra catégorique. On ne peut pas défendre les enfants tout en soutenant publiquement un homme accusé de prédation. Le message était clair, l'association se tenait aux côtés des victimes. La réaction fut violente sur les réseaux sociaux, dans la presse et chez des fans qui se disaient trahis. Les accusations fusèrent. Richard aurait choisi la loyauté à l'amitié plutôt que la morale, ou pire, se serait montré complice en minimisant des actes graves. L'homme qui avait bâti sa carrière sur l'innocence se retrouvait soudain dans la peau du vieil homme mal avisé. Mais quelques jours plus tard, le 31 décembre, Pierre Richard brisa le silence. Dans un communiqué public soigneusement rédigé, il expliqua avoir signé la lettre en croyant défendre la notion de justice équitable et non la culpabilité ou l'innocence de quiconque. Il affirma ne pas avoir compris la portée idéologique du texte ni les intentions politiques sous-jacentes. « Je crois en la présomption d'innocence », écrivit-il, « mais je ne cautionne pas le mal, je soutiens les victimes. » Son mea culpa était sincère, teinté de regret. Mais cela ne suffisait pas à effacer les dégâts. Pour un homme dont la réputation reposait sur la bonté, la naïveté et une certaine morale poétique, le scandale paraissait profondément dissonant. Il révélait aussi une vérité brutale sur la vie publique. L'âge n'immunise pas contre les conséquences. À 90 ans, même une erreur involontaire peut coûter cher. Ironie du sort, la signature n'était même pas la sienne. Quelques jours après ses excuses, le journaliste Bruno Segré révéla un rebondissement. Le Pierre Richard, qui figurait dans la lettre, n'était pas l'acteur, mais un homonyme, un ancien banquier, ex-PDG de Dexia. Une méprise tragique. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Malgré cela, Pierre Richard choisit de ne pas retirer ses excuses. Il assuma ses mots, préférant l'intégrité à la justification. Même si c'était une erreur, je ne regrette pas d'avoir clarifié ma position, déclara-t-il aux Parisiens début 2024. Le scandale finit par s'estomper, mais il laissa une trace. Non pas sur sa légende d'acteur, celle-ci restait intacte, mais sur la perception d'invulnérabilité. Pour la première fois, le public découvrait que même les figures les plus aimées peuvent trébucher dans un monde devenu impitoyable. Et que parfois, le silence n'est pas d'or. C'est juste l'espace où une vérité plus profonde attend d'être entendue. Une famille retrouvée, un héritage réinventé. Dans le crépuscule de sa vie, Pierre Richard a trouvé ce qu'il craignait de ne jamais atteindre. La paix. Après des décennies passées à incarner des personnages maladroits, rêveurs et décalés, l'homme derrière le chaos a enfin appris à ralentir. Et simplement rester immobile, entouré des siens. Ses deux fils, Christophe et Olivier, sont nés au sommet de sa gloire. Christophe en 1960, puis Olivier 5 ans plus tard, alors que Pierre commençait à s'imposer au cinéma. Tous deux ont hérité de son âme d'artiste, mais pas dans la comédie. Christophe est devenu contrebassiste et gère aujourd'hui le vignoble de son père, les vins Pierre Richard, situé à Gruissant, dans le sud de la France. Olivier, lui, s'est tourné vers le jazz, devenant célèbre dans les années 1980 au sein du duo Blues Trottoir. Leur chanson « Un soir de pluie »
est devenu un classique du genre, et Olivier a ensuite élargi son univers en écrivant pour le cinéma, le théâtre et la télévision. Mais leur relation avec leur père n'a pas toujours été fluide. Pierre l'a reconnu sans détour. J'étais là, mais pas vraiment. Tandis qu'il tournait à travers l'Europe, ses fils grandissaient souvent dans son ombre, voyant leur père davantage sur les affiches que dans la cuisine. Et pourtant, le temps, et peut-être l'humilité, ont adouci les blessures. Plutôt que de réécrire l'histoire, il a choisi de vivre pleinement le présent. Cette rédemption s'est incarnée avec tendresse à travers ses petits-enfants. Parmi eux, Mahé de Fay, étoile montante de la soul et du jazz français, s'impose par sa voix soyeuse et son élégance scénique. Il y a aussi Arthur de Face, acteur et mannequin pour John Galliano ou Thierry Mugler, qui a partagé l'écran avec son grand-père dans Un profil pour deux en 2017. Ensemble, ils offraient plus qu'un jeu d'acteurs, un lien visible, une complicité générationnelle. « Je regrette de ne pas avoir été présent pour mes fils », a-t-il confié dans une rare interview en 2022. « Mais j'essaie de me rattraper avec mes petits-enfants. On rit, on parle, on partage. C'est ça qui compte. » Une grande partie de cette renaissance familiale se déroule loin de Paris, sur les terres baignées de soleil de son domaine viticole en Occitanie. Acquis dans les années 1980, le domaine de l'évêque était pour Pierre bien plus qu'un investissement, un refuge. Aujourd'hui, il est devenu le cœur battant du clan Richard de Fay. Même des célébrités comme Bon Jovi ou Bill Clinton y ont fait halte. Mais ce qui compte pour Pierre, ce ne sont pas les noms, ce sont les dîners sous les oliviers, les verres qui s'entrechoquent, les rires qui résonnent. À ses côtés, depuis 1996, Sheila Lacerda. Ancienne mannequin pour Dior et Chanel, elle s'est réinventée en créatrice textile, fondant sa propre marque inspirée des paysages brésiliens. Depuis son atelier à Rio, elle conçoit des étoffes lumineuses, empreintes d'élégance et de chaleur. Leur relation est discrète, mais les proches parlent d'une admiration mutuelle et d'un amour serein. Elle est devenue bien plus que sa compagne, sa confidente, sa muse, son pilier. Aujourd'hui, à 90 ans, Pierre Richard n'est plus ce marginal solitaire qu'il incarnait jadis. Il est un patriarche, un artiste accompli, un époux aimé, et surtout un homme en paix avec son propre rythme. Le monde rit encore, mais différemment. Car désormais, derrière le clown en chaussures dépareillées, il voit un homme qui s'est enfin arrêté, et qui, en restant immobile, s'est laissé voir vraiment. Pendant des années, Pierre Richard nous a fait rire avec ses personnages maladroits, mais sa vraie vie est bien plus profonde. Quelle est la chose qui vous a le plus surpris dans son parcours? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres légendes du cinéma.